Donc maintenant, nous accueillons le professeur Pierre Perrault, qui est chef de service dans chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au CHU de Nantes et qui travaille également dans une unité de recherche INSERM. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie de chirurgie, chers confrères, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter une technique de chirurgie personnalisée qui est aujourd'hui déployée. Donc on n'est plus du tout sur des attitudes de recherche ou de cas uniques, mais qui est déployée. Je n'en suis absolument pas l'inventeur, puisque cette technique a été mise au point par le professeur Jean-Pierre Chavoin à Toulouse et qui a désormais formé plusieurs équipes chirurgicales dans le monde pour réaliser des implants thoraciques sur mesure pour traiter les malformations du thorax congénital. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pectus excavatum ou thorax en entonnoir. Grâce sous son impulsion, nous avons pu nous également publier sur le déploiement de cette prise en charge, puisque aujourd'hui ce process est clairement établi. Pour rappel, le pectus excavatum a été décrit pour la première fois par Boinus en 1594. C'est une pathologie beaucoup plus fréquente que ce qu'on pense, puisqu'elle concerne 1 sur 300, jusqu'à entre 1 et 300 et 1 sur 1000 naissances, avec un sexe ratio toujours classiquement évalué, beaucoup plus majoritairement chez l'homme que chez la femme, de 3 pour 1 à 6 pour 1. Et finalement, les chirurgiens qui s'occupent de ces pathologies se rendent compte que ce ratio est beaucoup moins marqué, puisque beaucoup de femmes ne consultent pas, puisqu'elles pensent que c'est une pathologie mammaire et non une pathologie thoracique. Le ratio est donc plutôt, dans notre pratique, de 3 hommes pour 2 femmes. Il existe une composante génétique vraisemblable à cette pathologie. C'est donc une malformation de l'appareil thoracique qui intéresse le sternum et les cartilages costaux. Elle est caractérisée par deux principaux éléments, la forme de la déformation selon la classification historique de Chine rapportée en 1954 en 3 stades, avec un pectus profond et médian en stade 1, un pectus moins profond et plus large en type 2 et un pectus asymétrique en type 3. Il faut savoir que Jean-Pierre Chavoin a récemment publié une nouvelle classification pour essayer de faire évoluer cette classification selon la forme de la déformation, mais elle n'est pas encore reconnue dans la littérature. On s'intéresse également à la profondeur de la déformation qui est évaluée et calculée par l'index scanographique de Haller, qui est un rapport entre le diamètre pariétal transversal sur le diamètre antéro-postérieur minimal et qui marque donc la profondeur de cette malformation. Cette pathologie est asymptomatique, c'est-à-dire que le retentissement cardiaque et pulmonaire est extrêmement discuté dans les études. Par contre, le retentissement psychologique et social est parfois majeur, qui induit des demandes légitimes de la part du patient. Il y a d'ailleurs une prise en charge par l'assurance maladie pour cette pathologie. Nous avons donc 2 stratégies chirurgicales depuis de très nombreuses années, soit par des techniques invasives, plutôt sous l'impulsion des chirurgiens thoraciques et pédiatriques, contre des techniques de comblement par implant, plutôt sous l'impulsion des chirurgiens plasticiens. On a donc 2 approches, les techniques de sternochondroplastie, utilisées en chirurgie infantile et thoracique, qui ont pour objectif de corriger le plan osseux, c'est-à-dire finalement de rétablir une anatomie normale dans les plans profonds, opposées à une technique de comblement de la dépression, plutôt en chirurgie plastique, qui vise à corriger le plan des tissus mous, c'est-à-dire l'apparence extérieure du patient, pour lutter contre ce qu'on appelle, dans notre spécialité, le syndrome du vestiaire. De façon historique, les sternochondroplasties ont été décrites par l'intervention de Ravitch en 1949, donc avec un abord thoracique large, une résection des cartilages costaux déformés, une ostéotomie sternale transverse, une ostéosynthèse de maintien. On voit que dans le cadre de cette réunion d'aujourd'hui sur la chirurgie personnalisée et de l'Académie de chirurgie et des techniques mini-invasives a été décrite dans les années qui ont suivi et beaucoup plus récemment en 1998, la technique mini-invasive de NUS, toujours aux mains des chirurgiens thoraciques ou pédiatres. L'objectif étant de limiter l'abord, limiter les complications sous thoracoscopie en mettant en place une barre de métal qui est retournée en péropératoire pour projeter en avant le sternum. Les sternochondroplasties ont quand même des suites lourdes, avec des hospitalisations prolongées, des taux de complications qui ne sont pas négligeables selon les séries, avec des déplacements ou des ruptures de matériel. Par exemple, la technique de NUS nécessite de retirer la barre 3 ans plus tard, donc avec une deuxième intervention. Des risques d'infection médiastinale, pleurale ou pulmonaire, des hémopneumothorax, des érosions ou des thromboses vasculaires, et il est décrit dans la littérature des lésions cardiaques ou des décès.
Pour information, dans mon établissement, elle est pratiquée dans un bloc opératoire. Quand cette technique est pratiquée, il y a quand même l'anesthésiste en salle, le chirurgien cardiaque dans la salle d'à côté, prêt éventuellement au moment du retournement de la barre. Ce qui est important pour les chirurgiens plasticiens, c'est que les plus grosses séries publiées ne montrent pas d'amélioration fonctionnelle sur le plan cardiaque ou pulmonaire de ces interventions de sternocondroplastie. On pourrait penser qu'en restaurant l'anatomie normale, on restaurerait une fonction normale si celle-ci est diminuée. Ces patients ont rarement une fonction cardiaque ou pulmonaire diminuée, et lorsqu'elle l'est, la chirurgie thoracique ne les améliore pas. C'est pourquoi les chirurgiens plasticiens ont plutôt développé des techniques de comblement, idéalement avec les propres tissus des patients, ce qui est toujours la tendance pour éviter la mise en place de corps étrangers, donc historiquement par des greffons cartilagineux, osseux, cutaneo-adipeux, même non autologues parfois. Puis secondairement par des techniques classiques de reconstruction qu'on utilise en reconstruction mammaire ou en reconstruction tissulaire par transfert, en particulier du lambeau de latissimus dorsi. Et puis l'apparition des transferts de tissus adipeux, le lipomodelage ou l'hypofilling, il y a une vingtaine d'années, nous a fait penser qu'on pourrait traiter ces malformations avec ces solutions-là. Malheureusement, les volumes à reconstruire sont très importants, les sites receveurs sont mal vascularisés et il est très difficile aujourd'hui d'utiliser ces techniques qui restent relativement agressives. Historiquement, pour les chirurgiens plasticiens, se sont donc imposées les techniques de comblement par prothèse en silicone, d'abord sous l'influence de Meuret en 1965, qui mettait ses implants en position sous-cutanée, puis Marx qui a fait progresser la technique en 1984 en les positionnant sous le muscle afin de dissimuler l'implant. Très rapidement est apparue la nécessité de réaliser ces implants sur mesure, du fait de la grande variabilité clinique de ces patients. La méthode classique était la réalisation d'un moulage en plâtre de Paris, et puis la méthode moderne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la conception assistée par ordinateur pour réaliser un implant thoracique sur mesure, personnalisé, adapté à la malformation de chaque patient vu en consultation. Quelques images que j'ai retrouvées de moulage plâtré, donc c'était des consultations un peu périlleuses parce que ces patients, on les installait, on leur faisait un plâtre qui avait comme principal défaut de finalement mouler l'empreinte cutanée d'une malformation profonde, ce qui ne se correspond pas du tout finalement. Ce plâtre était envoyé ensuite à un laboratoire de fabrication de prothèses sur mesure. Une fois sur deux, il se cassait pendant le transport, on devait reconvoquer le patient, donc ça restait globalement assez artisanal. Un cas à droite que j'ai retrouvé de patients opérés par cette technique, on voit qu'on avait des grosses difficultés à gérer tout particulièrement les angles de ces prothèses et son intégration avec les tissus environnants. Ça nécessitait une consultation dédiée qui était généralement réalisée par le chirurgien ou par un kinésithérapeute formé. Il y avait une véritable courbe d'apprentissage parce qu'il y avait un côté très arbitraire pour apprécier finalement l'épaisseur de la prothèse, en particulier chez la femme avec la poitrine. Et le coût de fabrication était situé aux alentours d'un peu moins de 1 000 €. La conception assistée par ordinateur a donc été développée initialement à Toulouse par le professeur Chavoin, a vraiment simplifié la prise en charge de ces patients. On les voit en consultation, on réalise un scanner thoracique en coupe fine millimétrique. La particularité est de demander que ce scanner soit réalisé bras le long du corps pour que les contours anatomiques restent en position opératoire. On envoie ensuite le CD-ROM avec les données informatiques d'ICOM à un industriel, une société à Toulouse qui est Anatomic Modeling et qui va traiter ces images, nous proposer un design d'implant qu'on va valider, réaliser un prototype qu'ils transféreront ensuite à un laboratoire de prothèses français pour nous fabriquer un implant sur mesure. Cette reconstruction 3D selon le scanner va permettre d'analyser les plans osseux et cartilagineux, les plans musculaires pour évaluer la couverture de la prothèse par les muscles et le plan cutané. On voit bien que par rapport à notre moulage plâtré qui faisait une empreinte cutanée de cette malformation, on reconstitue ici un plan chirurgical postérieur virtuel qui est l'empreinte réelle du manque de tissu de la malformation et permet de déterminer un nouveau plan anatomique antérieur par la mise en place de façon additive de cet implant réalisé sur mesure. On reçoit donc un design 3D de l'implant qu'on peut voir dans tous les sens posé sur la malformation osseuse. Il a des caractéristiques à chaque fois, bien entendu, personnalisées et spécifiques, avec une hauteur, une largeur, une projection variable. Dans sa vue antérieure, il a un repère qui correspond à la ligne médiane sternale. Et dans sa vue postérieure, il comporte les 3 premières lettres du nom et du prénom du patient,
un chiffre qui correspond à la distance mesurée entre la fourchette sternale et la partie caudale de l'implant, et une flèche pour montrer le côté proximal de la prothèse, puisque c'est pas toujours facile de savoir finalement dans quel sens il fallait la mettre. Ce design est ensuite validé, la prothèse est fabriquée, donc nous validons le design en recevant un dessin de l'implant, finalement, un livret à l'usage du chirurgien pour permettre de valider le choix de la société de cet implant. Moi, généralement, je les accepte systématiquement. Ils ont une telle expérience aujourd'hui que je ne me vois pas aller leur dire de modifier de 2 mm en haut, de 2 mm en bas. Franchement, ça tombe toujours de façon très satisfaisante. Ensuite, ils réalisent le moulage et le coulage de silicone auprès du laboratoire de prothèses et bien entendu les étapes de contrôle qualité, de stérilisation, d'identification, d'emballage et d'envoi. Et bien entendu, tout ceci est externalisé par un laboratoire qui a toutes les normes pour commercialiser des prothèses mammaires. Cette conception assistée par ordinateur permet vraiment d'avoir transformé ces consultations qui deviennent simples, avec une conception d'un implant extrêmement précis, avec des mesures qui sont directement sur le plan profond. Le processus complet prend environ 1 mois. Dans la pratique, on évite de programmer ces patients avant un délai de 3-4 mois pour être sûr que tout le cycle puisse être respecté et qu'on ne se retrouve pas au bloc opératoire sans l'implant sur mesure réalisé. Et le coût de conception est estimé aux alentours de 2 000 €, soit un surcoût de 1 000 € par rapport à une technique par moulage plâtré. Donc voici comment ça se passe au bloc opératoire. On reçoit le prototype. Le prototype, il nous permet tout simplement, grâce aux chiffres inscrits derrière, de mesurer la distance entre la fourchette sternale et la partie distale de la prothèse. On fait tout simplement un contour pour avoir les limites de l'implant. La mise en place de la prothèse se fait par une incision verticale sternale d'environ 7 cm dans un plan rétromusculaire, donc en partie haute en position rétropectorale droit et gauche, et en partie basse. Donc la dissection se fait aux limites exactes du dessin préétabli. Et en partie basse, on va disséquer sous l'aponévrose des muscles droits de l'abdomen, en gardant juste des adhérences fibreuses médianes pour pouvoir stabiliser l'implant. Donc l'implant est ensuite donné. On voit avec nos ciseaux qu'on coupe en partie caudale l'implant pour pouvoir le stabiliser dans la zone fibreuse laissée entre les deux aponévroses des muscles droits de l'abdomen. L'implant peut se plier. On voit que c'est du silicone plein, donc c'est un implant qui sera donc définitif à vie, qui n'est pas du gel liquide comme les implants mammaires. Et il est mis en place et il se stabilise immédiatement en bonne position. Et c'est toujours impressionnant de voir que la ligne médiane se retrouve toujours pile au bon endroit avec ces implants personnalisés. On fait ensuite une suture musculaire par-dessus pour que l'implant reste le plus matelassé possible et une suture en 3 plans en intradermique de façon systématique. Donc c'est un abord médian dans l'immense majorité des cas. La prothèse est donc mise en place dans un plan rétropectoral en cranial et sous l'aponévrose des muscles droits de l'abdomen en caudale. On ne draine pas. Nous, on utilise à Nantes de la colle de fibrine pour limiter les épanchements lymphatiques post-opératoires. On ferme en 3 plans et surtout on ferme bien le plan musculaire pectoral au-dessus de l'implant. Et on met en place ensuite un pansement compressif, puis un vêtement de contention pour limiter les espaces morts qui peuvent donner une des principales suites difficiles de cette intervention qui peut être des empanchements lymphatiques récidivants. Donc voici des exemples de pectus, un type 1 donc médian et symétrique corrigé par un plan, un type 3 large et asymétrique corrigé par un plan. Chez la femme, comme je vous le disais, le motif de consultation finalement n'est pas toujours celui d'une malformation thoracique, c'est plus souvent un projet soit de correction d'une asymétrie mammaire, soit d'une augmentation mammaire. En fait, il faut leur faire prendre conscience de leur pectus, puisque si le pectus n'est pas corrigé de façon antérieure, l'augmentation mammaire ou la correction ne se fera pas dans le bon axe, puisque le pectus va changer l'orientation des seins. Et quand on doit corriger les deux choses, il faut d'abord corriger le pectus et de façon différée la mise en place d'un projet d'augmentation mammaire ou de correction d'asymétrie. Un exemple de pectus de type 1 chez la femme qui venait donc pour une augmentation mammaire, on lui a fait un implant et elle n'a jamais demandé de geste mammaire associé. En résumé, la conception assistée par ordinateur de ces implants, ça donne des résultats qui sont plus satisfaisants pour les patients et pour les équipes. Un énorme confort d'usage pour l'équipe chirurgicale. Ça permet pour des équipes qui n'y avaient pas accès de relancer cette activité au sein de leur équipe chirurgicale. Et le surcoût initial pour nous est largement justifié par l'amélioration des résultats et la diminution globale du coût médico-social, puisque les patients qui avaient été opérés par des implants réalisés par moulage plâtré ont tous bénéficié soit de changements, soit de chirurgie de transfert graisseux itératif pour améliorer les contours. Pour moi, la diffusion de cette technique sous l'influence de Jean-Pierre Chavoin est le témoin de sa qualité.
et de la pertinence de cette formation. Jean-Pierre Chavoin a aujourd'hui formé 250 chirurgiens dans le monde entier, dans 30 pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 40% de chirurgiens thoraciques et infantiles utilisent désormais des implants thoraciques plutôt que des techniques de sternocondroplastie. Et c'est environ 400 implants fabriqués par an, dont 90% sont des pectus, puisque bien entendu cette technologie peut être utilisée pour tous les défects congénitaux sur le corps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il y avait des chirurgiens infantiles qui utilisaient cette technique, donc du coup des enfants qui étaient opérés. Il y a un moment où il faut changer la prothèse ? Alors généralement, la mise en place des implants thoraciques se fait à la fin de la croissance, donc plutôt vers 15 ans généralement, pas avant, pour éviter d'avoir justement à les changer. Oui, tu as dit que ça s'appliquait à d'autres malformations. Est-ce que les malformations du type pectus carinatum qui ont été présentées ici il n'y a pas très longtemps, est-ce que c'est une malformation inverse où il y a le système de la cage thoracique qui va vers l'avant? Comment est-ce que... Alors justement, le pectus carinatum, comme nous, c'est des techniques de comblement et que le carinatum est annexé, c'est pas une indication. Par contre, on a d'autres pathologies thoraciques comme le syndrome de Poland, qui est une agénésie unilatérale du muscle pectoral. Puis après, on peut avoir une amyotrophie des mollets, par exemple, sur une maladie de Charcot-Marie-Tooth, des choses comme ça. Il peut y avoir d'autres indications sur le reste du corps. D'accord. Jean-Louis Béraud qui a un micro juste à côté de lui, là. C'est assez spectaculaire. Et comme la malformation osseuse persiste, est-ce que les résultats se dégradent avec le temps ou est-ce qu'on conserve le même galbe ultérieurement? Donc les résultats sont stables dans le temps. Ces prothèses, elles sont définitives, elles n'ont pas à être changées. C'est pour ça qu'il faut avoir des implants mis en position rétromusculaire pour justement pouvoir les matelacer dans le temps. Donc Jean-Pierre Chavoin dit qu'il a changé quelques implants au bout de 20-30 ans, mais ceux qu'il a changés, c'était généralement des implants qui avaient été réalisés par un moulage plâtré et qui avaient des anomalies de résultats. Il n'a pas eu à changer d'implant pour des problématiques liées à la prothèse. Natacha? J'ai une question. Est-ce qu'il y a de possibilités de réaliser des voies un peu plus cachées? Parce que c'est vrai que chez les adultes, les cicatrices sont toujours de belle qualité. En pédiatrie, quand on a affaire à des adolescentes, enfin des jeunes femmes de 17-18 ans qui viennent pour ce type de malformation, on a des cicatrices par voie directe qui peuvent être assez hypertrophiques. Est-ce qu'il y a, vous avez déjà envisagé par d'autres voies, comme pour les prothèses mammaires? L'idée étant quand même de réaliser une suture musculaire des deux pectoraux pour couvrir l'implant. La voie d'abord médiane est la plus adaptée. Il y a une vingtaine d'années, on les posait des fois par voie sous-mammaire chez la femme. Oui. En fait, on n'est pas si bien que ça. On n'arrive pas à bien faire notre dissection au pôle supérieur. Donc ça s'est vraiment imposé. En plus, comme cette malformation entraîne une concavité, le relâchement cutané fait que cette cicatrice se ferme généralement sans tension. Donc on n'a pas de cicatrice particulièrement pathologique. Alors on sait que c'est une localisation en chirurgie cardiaque qui peut donner des cicatrices kéloïdes, mais sur ces pathologies-là, les kéloïdes en chirurgie cardiaque sont peut-être liés aussi aux écarteurs qui restent longtemps avec des tractions sur les tissus. Là, généralement, la fermeture se fait sans tension et moi j'ai peu de cicatrices pathologiques. D'accord, merci. Oui, question. Il marche celui-là. Bon, je vous remercie de votre belle présentation. Je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites comme bilan fonctionnel cardiaque et respiratoire avant d'envisager la mise en place d'une sternocondroplastie. Parce que vous avez dit que c'était discuté, le retentissement cardio-circulatoire, en fait, il est indiscutable, tel que nous l'avons démontré par divers travaux que je pourrais vous exposer si vous le souhaitez. Alors nous, on voit des adultes, généralement. Donc ils n'ont généralement pas eu d'exploration, ils n'ont aucune limitation dans leurs activités du quotidien et c'est jamais la symptomatologie qu'ils nous présentent. Donc ils viennent uniquement pour une démarche purement cosmétique, si on peut dire, esthétique, réparatrice. Et à aucun moment ils sont des patients, enfin moi je vois à peu près un patient tous les 15 jours, nouveaux patients tous les 15 jours de cette pathologie, ils n'ont jamais mis en avant leur problématique de limitation dans leurs activités sportives. Oui, mais enfin, quand vous faites des études à l'effort, nous, on a démontré à propos d'une série de 70 malades une diminution statistiquement significative de la VO2 max
et du poids en oxygène et une amélioration statistiquement significative après une intervention de type sternocondroplastie. Donc, si vous ne cherchez pas les complications du pectus excavatum, elles vont vous échapper. Notamment, il y a également un doublement du nombre de foramen ovales perméables, dont vous savez qu'ils sont susceptibles de provoquer des complications, notamment des embolies paradoxales. Et après sternocondroplastie, eh bien, il y a 2/3 de ces foramen ovales qui se referment. Donc je pense qu'il est quand même imprudent de développer largement cette technique sans tenir compte des complications potentielles qu'elles peuvent générer à moyen et à long terme. En effet, il y a également des publications qui démontrent que vers la cinquantaine, eh bien, le pectus excavatum devient réellement symptomatique. Donc il ne faut pas balayer d'un revers de main les techniques de sternocondroplastie ou de NUS. Vous avez d'ailleurs été assez sévère dans la présentation des complications. Moi, personnellement, j'en ai opéré à peu près 500 avec des collègues et sans complications majeures. Vous avez fait état notamment de perforation cardiaque après sternocondroplastie. Ça me paraît tout à fait surprenant. Après, c'est ce qui est rapporté dans la littérature. Moi j'ai fait une étude exhaustive de la littérature sur les complications de la sternocondroplastie versus NUS. Il ne faut pas mélanger les deux techniques, parce que dans les techniques de NUS, effectivement, il y a des perforations cardiaques. Dans les sternocondroplasties, notamment simplifiées, il n'y en a pas. Je suis désolé. C'est le propre des réunions académiques, c'est que la contestation et la critique, ça fonctionne, et heureusement. Et donc, je crois que vous n'explorez absolument pas la fonction compressive éventuelle de l'excavatum sur la capacité respiratoire ou les fonctions cardiaques à l'effort. Peut-être ça mériterait au moins une exploration systématique pour avoir après, sur un follow-up longitudinal, mieux apprécier l'évolutivité de ces pathologies. Non, effectivement. Une suggestion. Oui, bien sûr. Je pense que c'est la prochaine étape, c'est de faire faire des examens à tous nos patients pour évaluer justement leur fonction cardiaque et respiratoire à un stade donné. Oui, alors je vous invite d'ailleurs à faire systématiquement pour les échocardiographies une épreuve au bulles pour rechercher un foramen ovale. Et parallèlement, concernant la fonction, on a démontré également que la sternocondroplastie améliorait la force des muscles inspiratoires. Tu pourras donner la référence de tes papiers aux collègues ? Avec plaisir. Il faudra qu'il me donne son mail et puis je l'enverrai. Ben voilà. Et puis tous ceux qui sont intéressés, on le publie également sur le site de l'Académie. Ça a été publié. J'ai présenté la synthèse de nos travaux. Il y a quand tu as présenté ça il y a combien de temps ? Maintenant, le temps passe, ça fait une dizaine d'années. Ah, ben voilà, s'il faut réactualiser. Hubert Joannet veut prendre la parole. Oui, alors je suppose que vous n'êtes pas allé à la Fashion Week cette année, où il y avait Bella Hadid qui était en string et qui s'est fait, du haut de la tribune, asperger un produit qui est devenu instantanément une jupe à son contact. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on voit bien que la mise en place des prothèses, même si elle a été très améliorée par la conception par ordinateur, on aurait envie de la simplifier, parce que quand on fait par exemple de la chirurgie hernière ou des cures d'éventration, une fois qu'on a disséqué cet espace anatomique, on va mettre un produit chimique. La polypropylène, le polyester, ça n'est rien d'autre que de la chimie. Et on se dit, mais pourquoi n'a-t-on pas à notre disposition, une fois que nous avons créé notre dissection, un produit qu'on peut injecter par voie mini-invasive, éventuellement d'ailleurs, et qui moulerait parfaitement notre dissection anatomique et qui reproduirait les plaques qu'on met à l'heure actuelle. Et alors je me suis renseigné, c'est une société française qui a travaillé avec l'Imperial College, donc ça a l'air quelque chose de très sérieux, et je pense que là il y a une voie probablement... il y a une réflexion à mener sur tous ces implants qui ne tombent jamais juste. Vous voyez,
ou pour lesquels on a parfois quelques difficultés de mise en place, surtout quand on n'est pas voie mini-invasive. Et donc je vous recommande de voir cette vidéo, donc c'est Bella Hadid de Fashion Week. Vous verrez, c'est assez sympa, c'est cool. Merci. Les séances de l'Académie ouvrent à tout, à la critique la plus sévère, à la critique illustrative, peut-être à des pistes de recherche ou de meilleur suivi de vos patients. C'est peut-être, faut retenir ça. Donc le suivi personnalisé, c'est pas one shot, c'est tout au long de la vie. Non, moi, ne voyez pas, après tout ce qu'on vient de dire, de la malice dans ce que je vais, Je le crains pire. dans ce que je vais dire. Je Je parle en chirurgien basique. Je veux dire, est-ce que vous avez été chirurgien thoracique, hein, thoracique et vasculaire, oui. Est-ce que vous avez été amené à explanter ces prothèses parce que vous n'avez jamais eu d'infection, de problème est-ce que ça survient? Est-ce que ça vous est arrivé? Et comment on s'y prend sur le plan pour conserver esthétiquement? Comment on fait un deuxième temps? Alors, à titre personnel, moi j'ai dû opérer entre 80 et 100 pectus aujourd'hui par prothèse sur mesure. J'ai eu une infection. Parce que justement, la complication principale, c'est la survenue d'un épanchement lymphatique. Et quand on multiplie les ponctions post-opératoires, on multiplie le risque d'infection. Donc ça m'est arrivé une fois, j'ai déposé la prothèse. Ce patient, aujourd'hui, n'a pas redemandé de prothèse sur mesure, mais on pourrait lui reproposer de refaire une conception assistée par ordinateur. Et il est amusant de voir qu'on a quand même un certain résultat, parce que la fibrose, le décollement qu'on a fait que la situation post-opératoire, malgré le retrait de la prothèse, c'est pas un retour complètement antérieur. Peut-être une toute petite dernière question. Vous avez parlé de colle de fibrine. Est-ce que vous utilisez éventuellement pour une meilleure adhésion de vos prothèses un système de colle cyanoacrylate, je ne sais pas, quelque chose qui fixerait, j'en sais rien. Je vous pose une question ouverte. Pourquoi la fibrine? Et est-ce que c'est autorisé Alors, on utilise des colles de fibrine en chirurgie plastique dans les grands décollements pour essayer de réadhérer les plans entre eux plus rapidement. Et on utilise des cyanoacrylates sur la peau de temps en temps pour faire une aide à la suture. Mais les réactions chimiques exothermiques du cyanocrylate en profondeur, ça nous ferait un peu peur. Merci, je crois que c'est une belle communication, merci beaucoup, qui ouvre beaucoup de questions.